C'est pas toujours facile, en fait, hein, de parler... on parle beaucoup des autres, hein, mais de parler de soi-même, c'est pas évident. Non, c'est clair. Tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil. Le fil du funambule, le fil de l'équilibriste. Je n'ai jamais été trop doué, ni fan d'ailleurs de numéros de cirque. Et pourtant, à plus d'un titre, cette rencontre avec Pavana, 78 ans, allait être un vrai challenge pour moi. Ouais, je sais bien que c'est un exercice qui n'est pas évident pour toi, puisque tu es plus habitué à écouter les autres. Alors justement, Pavana, lorsque nous préparions l'émission, je me souviens d'une phrase qui m'a marqué, où tu disais « La sexualité est à l'origine de tous les maux ». Et moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que la sexualité est à l'origine de tous tes maux, à toi? Oui. En quoi est-ce que la sexualité a été quelque chose de difficilement vécu pour toi? C'est-à-dire, en fait, l'éveil de la petite fille, qui est naturel, quoi. La petite fille, elle est naturellement toute nue. Elle a pas de sensation que c'est pas bien, jusqu'à ce que les adultes lui disent attention, être toute nue, c'est déjà, tu vois, déjà presque un péché de se montrer nue. Et tu restes avec cette espèce d'éveil tout jeune, en fait, parce que c'est tellement naturel, comme de manger, de boire, de téter sa maman. Et tout d'un coup, tu rencontres sur ton parcours, enfin, en tout cas, j'ai rencontré sur mon parcours, évidemment, des hommes de mon environnement, des plus jeunes et des plus grands, tous les petits garçons autour de moi, qui, depuis l'âge de 4 ans, je m'en souviens, j'avais 4 ans, jouaient avec moi, quoi, vraiment, donc, et c'est tellement merveilleux pour moi. Parce qu'à l'époque, donc tu disais que tu avais 4 ans. Oui, 4 ans, je me souviens comme hier. Tu avais l'innocence d'une enfant de 4 ans. Complètement, c'est-à-dire que c'est normal et naturel comme de téter sa maman. Et pour toi, il n'y avait pas la conscience que ce qu'on te faisait, c'était mal. Mais non, pas du tout, c'était bien. C'est pour ça que c'est important de partager. Je trouvais ça génial. Et à quel moment tu as pris conscience que c'était pas bien, en fait? C'est-à-dire que je sentais bien que, au fur et à mesure que les enfants qui étaient autour de moi, enfin les plus grands, hein, les cousins, grandissaient, c'était toujours en cachette, en fait. Petit à petit, tu prends l'habitude, c'est quelque chose qu'il faut faire en cachette. Et c'était comme des petits rendez-vous. C'est vachement bien de faire des trucs en cachette. Et puis tu prends goût. Je prenais goût à tout ça, à être touché, à toucher, à tout ce qu'on peut faire, quoi. Sans pénétration, bien évidemment. Tous les jeux et qui font du bien, quoi. Ça fait plaisir. En plus, moi, mon père était un peu autiste, hein. Il ne nous parlait jamais. Il ne savait ni lire ni écrire. Il était vraiment taiseux. Et donc, il ne nous touchait pas, il ne nous embrassait pas, il ne s'occupait pas. Il faisait que travailler, tu vois. Tu vois l'image de mon père, c'est le petit besogneux qui part travailler, tu vois, sur les chantiers avec des marteaux-piqueurs et qui rentre, qui aide maman à préparer la soupe. Enfin, tu n'as pas de relation avec le père. Et donc, tous les garçons, pour moi, c'était magique, quoi. C'était avoir l'affection que tu n'avais pas à la maison. Oui, déjà, être touché par quelqu'un du sexe opposé, ça fait du bien. Moi, je sais pas, en tout cas, moi, ça me faisait du bien. J'adorais mes cousins, mes voisins, tous ces garçons et moi, je trouvais ça génial. Tu te sentais valorisé. Mais en fait, tu te poses même pas la question. C'est que ça te fait du bien. C'est ça qu'il faut retenir. Oui. Quelqu'un qui t'embrasse, ça te fait du bien. Quelqu'un qui te touche, ça te fait du bien. Et quelqu'un qui touche cette petite fleur, aujourd'hui, je pourrais dire cette petite fleur, sacrée. Comme on ne sait pas que c'est sacré. On n'est que dans le ressenti. Quand ta maman te masse le corps, ou elle te change les couches, ou tu vois, l'odeur du lait de ma mère, je l'ai encore. Donc, et moi, l'odeur de ces moments de jeu sexuel petite, c'était sensuel, quoi. Et c'était fait sans agression? Pas du tout. Mais pas du tout. Que de la douceur. Mais complètement super, quoi. Alors, je reviens sur ma question, parce que tu m'as pas répondu. À quel moment tu t'es dit, non, c'est pas normal. On joue pas avec une enfant. C'est-à-dire que c'était de jeunes ados, hein, et donc,
Le jour où ma mère nous a surpris. Alors là, ça a été la catastrophe de ma vie. J'avais 12 ans. Mon cousin, maintenant, en avait 32, bien évidemment, donc une grande différence. Donc c'était un jeune adulte. Elle est rentrée et elle nous a surpris. Et là, j'ai l'impression que je suis morte sur pied, de honte. Le regard, la castration, c'est-à-dire le regard. Elle a ouvert la porte, elle m'a regardée, elle a refermé la porte. On s'est vite rhabillés, mon cousin est parti en vitesse. Et quand il est parti, là, elle est venue et elle m'a tuée. Elle m'a dit, cochonne, vicieuse, malpropre. Qu'est-ce que tu faisais? L'année de ta communion, le bon Dieu va te punir. Et là, elle m'a tuée. Et là, j'ai su que c'était mal pour elle. Mais jamais une seule seconde, j'ai pensé que mon cousin était pas quelqu'un de bien. Et encore aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les abus sexuels et viols. J'ai beaucoup de mal. Parce que pour moi, c'était pas ça du tout. Si les garçons avaient eu une éducation naturelle, normale, de leur organe, comme un autre organe, comme les oreilles, comme leur nez, il n'y aurait pas. C'est parce que c'est interdit et que c'est contre nature. Et du coup, toi, depuis ce jour-là où tu as été, on va dire, en sidération du regard de ta mère, ça a vraiment changé du tout au tout ta vision de la sexualité. Complètement. Je suis rentrée dans une honte. J'ai 78 ans aujourd'hui et je suis toujours dans cette honte. C'est une horreur. Comment est-ce que tu as pu, quelque part, t'en sortir parce que tu me disais qu'à 14 ans, c'est là où tu as connu ton premier amour. Oui, après, forcément, il me fallait un prétexte pour continuer à jouer et à ressentir ce plaisir. Donc, le prétexte, c'était, puisque je suis amoureuse, c'est normal. C'est un prétexte? Aujourd'hui, tu dis que c'était un prétexte? C'est un prétexte. Ça a été un prétexte presque toute ma vie. Prétendre aimer, c'est-à-dire, pour avoir du plaisir? le droit de ressentir, on va parler vraiment de ressentir du plaisir à partir de mon sexe, de mes seins, de mon corps, des caresses, il fallait que l'homme m'aime, qu'il soit amoureux et que je sois amoureuse. C'est comme si on a éveillé en moi la dualité Dieu et Satan, puisqu'elle m'a dit Dieu va te punir. Donc pour pas que Dieu me punisse, il fallait que j'ai une excuse. Je l'analyse comme ça aujourd'hui. En général, je dis bien en général, on aime et puis ensuite vient le sexe. Toi, ton amour du sexe était prédominant et les sentiments n'étaient qu'une excuse? C'est-à-dire que j'étais pas amoureuse de mes cousins. On faisait des jeux ensemble. Mais mes cousins, je n'ai jamais ressenti qu'ils m'aient agressée. Ils ne m'ont jamais agressée, puisque même ils venaient jouer avec moi. Et après, ça a été... c'est très étrange, en fait, parce que tu chemines dans ta vie avec en permanence la honte. Et comme ta mère t'a accusé, c'est ta faute si l'homme vient vers toi. Donc toute ma vie, j'ai porté cette même croix, j'ai envie de dire. Tous les hommes qui s'approchaient de moi, je n'osais pas leur dire non après dans ma vie de jeune femme. C'est-à-dire que tout ce qui avait une supériorité sur moi, je n'osais pas leur dire non. C'est-à-dire je travaillais, j'avais 16 ans, 15 ans, quand j'ai 16 ans, j'avais un patron, je travaillais dans un magasin de chaussures, on avait des talons aiguilles, enfin c'est vrai que on était très sexy. Puis c'était dans les milieux un peu beaux locaux, niçois, je suis née à Nice, hein. Bon, un peu primaire, si tu veux, on a toujours, comme on n'a pas d'éducation forcément, donc on est toujours... Dans l'apparence. En fait, c'est comme si nous sommes nés pour séduire et pour être prises. Prises pour maîtresse, prises pour épouse, prises pour faire des enfants. En fait, le ressenti aujourd'hui en tant qu'adulte, je peux dire que c'était comme si c'est la loi. Donc nous nous mettons en valeur sur le marché. Comme des objets. Comme des objets sur comme aujourd'hui, quand je vois toutes les jeunes filles aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu mets tout en valeur. Tout à l'heure, tu parlais de dualité. Cette première fois avec ce garçon, donc première pénétration, là on va plus loin. Il n'y avait pas justement cette dualité entre ce plaisir que tu avais connu très tôt et en même temps ce sentiment de honte. Comment ça se passait? Je le compensais puisque j'étais amoureuse, c'était donc normal. Parce que, évidemment, je pensais que ça allait être mon mari, mon époux, le père de mes enfants. Parce qu'on croit que le premier amour, c'est celui qui va durer toujours. Donc, je m'autorisais parce que j'étais amoureuse. Et après, toute ma vie, ma sexualité a été... Et je n'ai toujours pas envie de dire un abus sexuel, hein, parce que c'est là où moi, je suis pas d'accord avec tout ça. Mais pourquoi je suis pas d'accord? Parce que mon expérience, c'est pas que je veux pas. Chacun a son expérience, on peut juger. Mais moi, je revois donc ce patron. Je suis dans un magasin de chaussures.
on est des petites blouses, l'été surtout, avec des petites blouses super sexy, en culotte et soutien-gorge, des corps évidemment faits pour ça, quoi, faits pour l'amour, puisque on pensait qu'on était faites que pour ça. Donc déjà, on avait dans notre attitude gestuelle cette espèce de recherche quelque part féminine. Eh bien, quand on se retrouvait seul dans le magasin, à l'arrière de la boutique, il y avait la réserve, mon patron ouvrait ma blouse et se servait. Et pour toi, c'était normal. Mais c'est normal, c'est ma faute. C'est moi qui l'ai attiré. Donc c'est normal que je lui donne ce qu'il veut, puisqu'il est mon patron. Mais là, on parle pas de plaisir, ni de pas plaisir. Tu es neutre. Je me rappelle quand mon patron rentrait dans la réserve, je voyais déjà son regard, et j'étais dans cette espèce de, en même temps, un mélange de, il fait attention à moi. Tu te sentais valorisé. Valorisé. Et en même temps, au moment où il te pénètre, j'étais dans une sensation de neutralité absolue, comme si je n'habitais pas mon corps. Une faculté de sortir de mon corps. C'était quelque chose de terrible. Tu arrivais à être neutre? Complètement neutre. Même pas de sensation de, non, de dégoût, de rejet? C'est pourquoi le dégoût, c'est merveilleux, faire l'amour. Non, c'est ça le problème, c'est que c'est pas vrai. C'est malhonnête de dire c'est pas vrai. En tout cas, ton expérience, c'est celle-là. Mon expérience, c'est celle-là. Parce que je suis complètement consciente de tous les maux dus à la religion. Mais Pavana, ça veut dire que, quelque part, ton corps ne t'appartenait plus. Mais mon corps ne m'appartenait absolument jamais. Depuis le jour où ma mère m'a tuée, mon corps ne m'appartenait pas. Donc j'étais dans cette dualité. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a envie de manger quelque chose et n'a pas le droit. Le fameux fruit défendu. Voilà. Ben oui, j'avais pas pensé. Et donc, si tu veux, c'est encore plus excitant. Alors, pour le supporter, je sortais de mon corps. Et donc, j'ai commencé à sortir de mon corps à cette période. Mais ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est que tu dis que c'est le regard réprobateur de ta mère qui t'a tué et non pas le fait que tes cousins aient profité de toi. Mais non, ils n'ont pas profité de moi. Ils ont profité d'une enfant. Mais non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ils sont dans le même état, les garçons. Ils n'avaient pas le même âge. Mais peu importe de l'âge, c'est une question de maturité. Dans les milieux beaux locaux, quand je dis beaux locaux, parce que ce mot me plaît, dans les milieux primaires, les parents ne te parlent pas de ça. Tu n'as pas accès à la lecture, s'il y a que les feignants qui lisent. En fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, nous avons en Guadeloupe un homme politique qui a abusé d'une petite fille et qui est maire. Lui, à l'heure actuelle, quand tu as le niveau intellectuel que tu as, c'est de l'abus de pouvoir. Mais moi, à l'époque, avec le milieu dans lequel je vivais, il faut bien regarder quel est le niveau de conscience de l'autre. Un adulte qui aujourd'hui profite. Aujourd'hui, c'est une honte parce qu'aujourd'hui, nous sommes éveillés, nous sommes conscients, nous parlons. On parle pas de l'intime, mais nous parlons quand même suffisamment de ces choses-là pour comprendre combien d'hommes j'ai rencontrés. Et surtout, ça fait 50 ans que je vis en Guadeloupe, donc j'ai vu tous ces hommes friqués qui vont avoir des petites minettes parce que, oh ben oui, mais ils leur rendent service, ils leur achètent un frigo ou ils leur achètent... Ça, c'est de l'abus. C'est de la profitation. Alors, ces milieux que tu connais bien, puisque tu as une longue carrière d'artiste également, oui. Je voulais parler d'une période particulière, c'est celle de 68. Oui. Très célèbre pour notamment la libération des mœurs. En 1968, tu as 25 ans et tu montes à Paris pour entamer oui, c'est ça, poursuivre une carrière d'artiste, de chanteuse. Professionnelle, oui. Exactement. Quel souvenir tu gardes de cette période entre toi, ton expérience dont on vient de parler, où tu t'es déjà très tôt vu comme un objet sexuel, et cette carrière d'artiste où on sait que c'est dans un milieu aussi où les mœurs sont très libres, donc encore plus en 1968. Toi, comment est-ce que tu as vécu cette période avec les producteurs qui t'entouraient, avec les autres artistes? Est-ce que tu étais également vu et utilisé comme un objet sexuel? Je réfléchis là parce que en fait, j'avais donc une très belle histoire d'amour jeune. Comment ça s'est fait? À un moment, j'ai travaillé dans un laboratoire. J'avais un peu grimpé socialement en fréquentant ce jeune homme. Il m'avait fait rentrer dans un milieu un peu plus professionnel, un peu plus élevé. Donc j'avais fait une petite ascension de petite vendeuse. J'étais devenue secrétaire médicale. Donc mes patrons au laboratoire m'ont fait des analyses. Et on s'est aperçu que je ne pouvais pas avoir d'enfant. À ce moment-là, c'était comme une tristesse au départ, un constat, une rupture avec ce fiancé, parce que tout d'un coup, je me disais que je ne suis pas obligée de suivre la même trajectoire préinscrite de le mariage, les enfants. Je suis libre de faire le métier que je veux.
Donc, et en plus, mai 68. Donc, je suis une artiste. Donc, j'ai le droit. Donc, libération. J'ai le droit. Le 1er mai, avec une copine qui travaillait au labo, on a donné notre démission pour partir faire notre légende personnelle. Elle est partie au Canada, elle y vit d'ailleurs, et elle a fait ce qu'elle voulait. Et moi, quand je suis arrivée donc chez Barclay, j'avais un côté provincial boloco, tu sais. Enfin, je dis toujours ce mot parce qu'il me plaît. Hein, c'est pas un peu provincial. Primaire du milieu dans lequel que je viens de décrire. Et quand je suis arrivée chez Barclay, ce mai 68 a été une libération de la femme. Et tout d'un coup, la femme a été autorisée, enfin, dans ses tenues vestimentaires, etc. Et je me suis aperçue que la provinciale, qui était pin-up, entre guillemets, à Paris, était ringarde à Nice, était ringarde à Paris. Là, je me suis aperçue que les directeurs artistiques recherchaient des chanteuses très modernes, très people, hein, à la mode, et j'étais pas vraiment à la mode par mes tenues, et ils voulaient me faire chanter des chansons de midinette. Mais moi, je peux pas chanter ça, quoi, parce que je suis dans des valeurs différentes. Donc cette période de 1968, ça n'a pas correspondu pour toi à une libération des mœurs sexuelles notamment? En fait, donc j'ai quitté ce fiancé, j'ai eu 2 petites aventures, et puis chez Barclay, j'ai rencontré un homme. Je ne savais pas qu'il était antillais, parce qu'il était... À Paris, les Antillais sont clairs de peau, un peu mulâtres. Enfin, il était Henri Salvador. C'était le portrait d'Henri Salvador. Et donc, ce directeur, chez Barclay, n'a pas du tout fait comme les hommes que j'avais rencontrés. Parce qu'il est antillais. Et c'est pour ça que, si tu permets, j'ai vraiment envie de partager mon expérience de l'homme antillais. En fait, donc, cet homme est devenu mon mari. Et du coup, miracle, je peux avoir des enfants. C'est très étrange, ça. Parce que je pouvais pas en avoir. En fait, l'homme antillais, de par son éducation, a eu une conscience de la sexualité très libérée. Et il est presque, j'ai envie de dire, maternel avec la femme. J'ai pas dit paternel, maternel avec la femme. C'est-à-dire que l'homme antillais a, en général, hein, bien sûr, hein, tellement d'amour pour sa maman, qu'il a une douceur, une tendresse. En fait, il représentait cet homme-là, donc, dans ma sexualité, comme un libérateur. C'est-à-dire qu'il était dans le respect de l'autre. Je n'avais pas la sensation d'être... C'était pas un partenaire de jeu, c'était un partage d'amour. C'est-à-dire, il y avait ce mélange de sensualité et en même temps de respect, de tendresse. Enfin, pour moi, tous les paramètres étaient autorisés. Mais avec un seul partenaire. Oui, c'est-à-dire que celui qui est devenu ton mari. Oui, mon mari m'a révélé et m'a donné la permission d'être une femme sans que j'ai honte. Il m'a enlevé ma honte, en fait. Donc, il m'a enlevé ma stérilité. Grâce à lui, qu'est-ce que tu t'autorisais sexuellement sans cette honte? Tout était, il n'y avait pas, j'ai envie de dire, je cherche le mot, bien évidemment, les questions ne sont pas préparées, donc, puis j'ai jamais eu l'habitude de parler de moi, je parle toujours des autres, puisque je suis thérapeute aujourd'hui, j'accompagne. En fait, tu peux reposer bien la question? Qu'est-ce qui t'a permis de t'autoriser sexuellement sans honte? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'était tellement naturel chez lui, dans sa parole, dans son corps. Dieu et Satan ne faisaient plus qu'un. C'est-à-dire, ça n'était pas vulgaire. Ça correspondait aux besoins, finalement, de mon corps, puisque j'étais tellement depuis petite dans cet éveil. Et donc, en fait, il me permettait d'être femme. C'est quoi être femme sexuellement? C'est-à-dire, ça veut dire être ni le possédant ni le possédé. Ça veut dire être complètement en harmonie parfaite avec le principe masculin. Alors, si je te suis bien, évidemment, tu me corriges, hein, si je n'ai pas bien compris, jusqu'à ce que tu le rencontres, celui qui est devenu ton mari, est-ce qu'on peut résumer en disant que tu étais plus celle qui subissait, qui était dans la passivité, et que lui t'a autorisé à être toi-même et à exprimer ton désir, à ne plus attendre que ce soit l'autre qui vienne te cueillir, mais que toi aussi maintenant tu es suffisamment à l'aise pour exprimer ton désir sans honte. Alors, je vais repartager quelque chose qui est entre les deux, entre mon fiancé et mon mari. J'ai rencontré un homme un petit peu plus âgé que moi et qui était surtout d'un milieu social très élevé. Donc cet homme était d'une tendresse pareille, un traitant très doux, et donc je crois que je suis tombée très 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 amoureuse. Et ma mère, ayant appris cette relation,
a été voir le curé du village en lui disant de dire à cet homme de me quitter, sinon elle portait plainte pour détournement de mineurs. Rebelote, tué pour la 2e fois, parce que cet homme me correspondait bien. Et encore une fois, j'avais pas le droit. Donc peut-être qu'avec cet homme-là, j'avais déjà commencé à ouvrir quelque chose, en fait, à m'autoriser, mais à peine je m'autorisais, alors que là, j'étais à Paris, et j'étais sortie de ce milieu... Du carcan familial. Familial, j'étais libre. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que cet homme a été pour moi, mon mari, une révélation sur tous les plans. Mais il n'y avait pas de vulgarité dans la sexualité. Ce que je n'aime pas dans la sexualité, personnellement, c'est la vulgarité. C'est quoi pour toi, le sexe vulgaire? La vulgarité, ce sont les mots sexuels qu'utilisent certaines personnes parce que ils ont besoin de la relation animale pour se permettre l'orgasme. Ils ont besoin de ces fantasmes parce que l'homme était un animal. Hein, donc toi, si tu as un rapport sexuel avec un homme qui va utiliser ce que tu qualifies de mots vulgaires et tout, ça va couper ton désir. C'est-à-dire que ça sera pas vu comme un jeu. À la mort de mon mari, j'ai eu des expériences et tout ce qui était vulgaire me bloque, mais pas forcément comme un interdit. Parce que quand tu fais l'expérience d'une véritable harmonie sexuelle avec un homme qui devient ton mari, donc autorisé par la maman, parce que c'est mon mari, donc je suis autorisée. Et donc j'étais dans une forme d'expérience de tout le plomb peut être transformé en or. Est-ce que tu assumais ton désir? Est-ce que tu l'exprimais? Complètement, parce que justement, la délicatesse et la classe de mon mari me permettaient de transformer le plomb en or. C'est très subtil ce que je vous dis, je te dis, je sais plus si je te tue pas. En fait, c'est très subtil. C'est-à-dire que si tu mets du sacré dans ton acte sexuel, tout ce que tu fais est sacré. Ça n'est pas que il faut pas faire ça parce que ça c'est pas bien. Tout ce que tu fais devient sacré. Mais c'est sacré dans l'attitude, dans le mot, dans le geste. Et tous les jeux peuvent être érotiques. C'est magnifique, l'érotisme. Mais le vulgaire est vulgaire. C'est intéressant quand tu me parles de sacré. Tu me disais que tu étais très sensible à ce qu'on appelle la médecine holistique. Tout à fait. Je suis d'ailleurs... thérapeute holistique. Je suis absolument thérapeute. Donc la médecine holistique, c'est celle qui s'oppose à la médecine traditionnelle, dite pharmaceutique, et qui va au-delà donc de l'élimination des symptômes pour trouver l'origine de la cause en dessous de la surface. Donc la médecine holistique, ça serait un système de soins où on considère l'individu dans son ensemble, sa globalité, en analysant valeurs physiques, alimentaires, environnementales, émotionnelles, socioculturelles, mentales, spirituelles et modes de vie. Tout à fait. Et je me souviens quand on préparait l'émission que tu me disais que, et d'ailleurs tu l'as répété tout à l'heure, que le sexe, c'est l'acte le plus merveilleux, mais que toi tu as été sali et souillé. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est en quoi cette approche holistique t'a permis justement de faire un chemin initiatique et de sortir de la honte. Donc il y a deux paramètres, c'est-à-dire que je te disais que j'étais d'un milieu populaire, très primaire, pas de culture, rien du tout. Quand je suis arrivée, donc mon mari était guadeloupéen, comme je l'ai dit, donc nous sommes rentrés en Guadeloupe et je me suis installée en Guadeloupe. Et j'ai réalisé que le fait d'être blanche attirait les gens à moi. Alors c'était très curieux, moi qui étais d'un milieu du monde d'en bas, donc je me retrouvais mise au monde d'en haut, parce que mariée avec quelqu'un qui était plutôt dans le milieu d'en haut. Et parce que blanche. Et en plus blanche. Donc qui je suis en fait, tu vois? C'est-à-dire, mais comment on me voit? Et comme petite, on me voyait comme une attirante. Et comment on me voit? Et je m'apercevais que parce que j'étais blanche, j'avais un succès fou auprès des hommes. Mais c'était plus parce que j'étais habillée pin-up, c'était parce que j'étais blanche. Donc c'était, pour moi, tout était embrouillé dans ma tête. Qu'est-ce qui est en moi? Est-ce que c'est parce que c'est moi? Et que quand on me voit, j'attire? Est-ce que j'ai quelque chose de particulier? J'étais dans tout ce mélange. Et je me souviens que j'allais toujours voir un médecin à Moule qui était pas encore psychiatre, mais parce que je comprenais rien. Et donc, petit à petit, j'ai fait un travail de recherche sur comment je me comporte, comment je suis, pourquoi je suis pas comme les autres, enfin, j'ai fait tout un travail. L'être humain, donc, dans sa globalité. Voilà. Et à partir, évidemment, de mon expérience personnelle, bien évidemment. Et comment est-ce qu'on arrive au sacré, à la sexualité sacrée? Parce que, justement, c'est-à-dire que quand j'ai fait ce travail de recherche, à un moment, ta transformation
intérieur se manifeste à l'extérieur. C'est-à-dire que tu attires des personnes différentes. Quand tu changes de tonalité, tu vas attirer des personnes qui sont sur la même fréquence. Donc, au fur et à mesure de mon évolution personnelle, j'ai rencontré un maître spirituel au Siddha Yoga. Et là, quand j'ai rencontré ce maître, j'ai senti que pour la deuxième fois, donc la première fois c'était mon mari, et pour la deuxième fois il m'était arrivé quelque chose. Et cette espèce de maître. Et là, j'ai développé, beaucoup recherché, et là, on tombe sur le tantrisme, sur l'acte sexuel. Ce n'était plus une religion qui te dit que faire l'amour, c'est pas bien, quoi. C'était des maîtres qui ont réalisé le soi, donc qui ont réalisé la connaissance ultime de l'être humain. Et ces maîtres parlent de la sexualité comme un organe sacré. Et là, donc, tu commences à rentrer dans l'explication scientifique, vraiment scientifique, les méridiens, donc la médecine. Je redis un peu juste tout à l'heure, tu as dit contre la médecine. Non, c'est pas contre, hein, c'est avec. Hein. D'accord. On n'est pas contre, justement, on est avec. Okay. Donc cette façon de visualiser le sacré, on se rend compte que nous avons dans le corps des petits plexus tout le long du corps, et que nous sommes reliés au cosmos, et que nous sommes reliés aux plantes, et que nous sommes reliés aux planètes, et là tu te dis waouh, mais c'est une immensité de choses qu'on ne nous apprend pas à l'école et dont on ne parle pratiquement jamais, ni dans les médias, ni dans la vie. Tout le monde avance avec des œillères, et là tu te dis mais c'est pas possible, il existe un monde où tout est beau, tout est en harmonie, et donc le chakra racine, donc le chakra du sexe. Et c'est là où j'ai compris beaucoup de traumatisme par rapport à l'ignorance de ces chakras. Et le tantrisme, ce sont des postures sexuelles, sensuelles, qui permettent de se réharmoniser avec le cosmos. Donc, pour faire de la musique, on doit bien se mettre sur le même diapason. Ça, tout le monde connaît. Il faut se mettre, on accorde sa guitare, n'est-ce pas? Avant de jouer, on accorde son instrument. Bien sûr. Mais avant de jouer avec son corps, il faut accorder son instrument. Alors, Pavana, c'est la même chose. Oui. Alors, excuse-moi d'être terre à terre. Mais c'est normal. Mais quand étant totalement ignorant face à tout ça. C'est de ça que nous souffrons. Oui. Ceux qui ont la connaissance ne la donnent pas. Hein. Quand tu as donc ce concept donc de la sexualité sacrée et que tu rencontres un partenaire qui lui a eu son éducation de manière très classique, ce qu'on appelle entre guillemets préliminaire, on s'embrasse, on se caresse et ensuite pénétration et tout. Avec le tantrisme et toi ton initiation et tout, ça se passe pas du tout comme ça. En fait, comme on n'est pas instruit, on ne nous apprend pas ces choses-là. Donc on a instinctivement, c'est-à-dire que quand tu as faim, ton corps va manger. Tu manges, ta bouche mange. Quand tu embrasses quelqu'un, il se passe quelque chose dans le subtil. C'est toute une alchimie, vraiment notre corps, c'est une science. Mais comment est-ce que tu gères? Mais quand tu embrasses, tu ne sais pas toi qui fais. C'est ton instinct qui fait. Oui, mais quand tu rencontres, je reviens sur mon exemple, toi qui es initié, oui, tu rencontres un non-initié. Oui. Au moment de l'acte, en fait, comment est-ce que tu peux accorder ces deux visions différentes de la sexualité? Alors, moi, quand j'ai commencé à rencontrer le yoga, mon mari est mort, après, donc j'ai rencontré un homme. Et cet homme a été pour moi un autre instructeur, puisque nous sommes toujours, hein, on se rencontre pas par hasard. Et donc, sur le plan de la sensualité, c'était une harmonie parfaite. Il y avait un hic. C'est-à-dire que moi, je le faisais monter vibratoirement. Et il n'avait jamais connu ça. Donc, lui, il avait l'habitude, avec son épouse ou ses partenaires, de descendre dans le bas, c'est-à-dire animal. Et moi, je l'entraînais à mettre de la lumière dans cette partie animale, avec les mots d'amour, avec une partie, j'ai envie de dire, érotique, et pas du tout les pornographiques, avec l'érotisme. Et cet érotisme, je me rendais compte que c'est la femme qui initie l'homme à un moment, sur ces choses-là. Je sentais que je le faisais monter vibratoirement. Donc le tantrisme, c'est affaire de résonance, affaire de vibration, affaire de sensation. Tout à fait. Et il y a tout un enseignement sur le féminin
et le masculin avec des jeux. J'ai pas étudié le tantrisme complètement. Je connais la médecine holistique, donc je vois en quoi ça concerne, mais je n'ai pas été dans des enseignements tantriques. Je les connais d'instinct. Mais toi, dans ta pratique sexuelle, moi, on ne peut pas me faire descendre. J'ai été chercher plus haut pour être autorisée. C'est-à-dire, j'étais obligée d'aller chercher dans le sacré pour m'autoriser à avoir du plaisir sexuel sans être fautive, sans avoir honte. Monter dans le sacré, être totalement perméable et tous ces sens ouverts à toutes les sensations et tout. Tu parlais tout à l'heure de posture sexuelle. Dans ces cas-là, ça veut dire pas de pénétration, on est juste dans le toucher, dans l'effleurement? Non. Mon mari m'a rassurée. Le deuxième homme a révélé des parties de moi que je connaissais pas. Les 3 corps n'étaient pas réunis. Tu vois? 3 corps. Oui, c'est-à-dire le sexe, oui, le cœur et l'esprit. Et donc, j'ai fait tout un travail de transformation personnelle, d'études, de recherche, etc. J'avais toujours une envie de pleurer après l'orgasme. Toujours. Et je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi. Comme quelque chose qui... de pas... Pourtant, j'avais un orgasme, pas de problème. Je sais pas. Quelque chose me manquait. Quelque chose me manquait dans ma sexualité. Quelque chose de pas accompli. Je sais pas si... Et c'est pour ça que je parle de l'âge. Et c'est... Bon, vu mon âge, presque... Tu vois, encore une fois, j'ai honte de dire ça. Mais en même temps... Si ça doit être utile aux personnes qui vont écouter, parce que c'est le but de partager, je dirais que là, je suis aujourd'hui avec une personne qui correspond parfaitement aux 3 corps. Et donc, vu l'âge aussi, si tu veux, où on n'est plus dans cette façon de se mouvoir, on est dans l'essentiel, j'ai envie de dire. Et dans l'essentiel, c'est là où j'ai découvert vraiment le tantrisme. C'est-à-dire qu'en fait, le regard, le baiser, la pénétration, et ensemble, aller quelque part ensemble, dans cette espèce de sacré. Tout le reste n'est plus nécessaire. Tout le reste était pour entretenir peut-être l'appareil, quoi, le corps. Le reste, c'est quoi? L'accessoire, c'est quoi? Le reste, c'est tous les jeux sexuels. Tous les jeux, puis en plus, moi, je suis tellement pour l'érotisme, je déplore vraiment comment nous n'apprenons pas ça. C'est tellement beau, toutes les fleurs qu'on peut mettre autour de cet acte sacré. C'est tellement beau. Et c'est encore, ça donne un orgasme encore plus fort que la vulgarité. Mais les gens ne le savent pas s'ils l'ont pas expérimenté. C'est vraiment faire monter la vibration sexuelle. Et ça nous fait monter vibratoirement. Et ça nourrit son arbre intérieur. Ça sauverait l'humain d'en parler aujourd'hui, à mon âge, enfin avoir rencontré les 3 corps réunis dans un amour de valeur humaine, de profondeur dans le cœur. Et je me dis que la gynécologue me disait quelle chance vous avez, parce qu'avec toutes ces choses-là, les gens, ils ont tellement pris ça comme un jeu que finalement ils n'ont plus de relation. C'est la plus belle des choses. Il faut faire l'amour. Vraiment. Ah non, ce n'était pas du tout un combat de boxe, loin de là, mais je ressens un peu quand même groggy de notre échange avec Pavana. Une expérience d'éveil à la sexualité à laquelle je n'avais pas été confronté avant. Et pourtant, il me fallait écouter, comprendre. Comprendre pour mieux connaître. C'est surtout ça encore. Merci de votre écoute et vos partages aussi. Car vous l'avez bien compris, on ne jouit bien que de ce que l'on partage.